En direct du Salon de l'Agriculture, depuis le stand de la coopérative agricole. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, chaque dimanche entre 11h et midi sur Sud Radio, sécurité, économie numérique, immigration, écologie. Pendant 1 heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Cette semaine, nous sommes exceptionnellement en direct du Salon de l'Agriculture. Labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France, disait Sully au début du XVIIe siècle. Le ministre des Finances d'Henri IV voyait dans la production agricole la clé de la puissance française. 4 siècles plus tard, l'agriculture française traverse une crise sans précédent au point qu'elle semble sur le point de disparaître. La France n'est plus souveraine sur le plan alimentaire et les 2 tiers des agriculteurs risquent de ne pas être remplacés. Dans 10 ans, y aura-t-il encore assez d'agriculteurs? Crise démographique, normes européennes, pression des écologistes. Quelles sont les raisons de cette crise profonde? Comment l'agriculture peut-elle s'adapter aux nouvelles contraintes? Nourrir les Français tout en étant écolo? Malgré la crise, une nouvelle ruralité est-elle en train de naître? Peut-on refaire de la France une grande puissance agricole et sauver nos campagnes? Tout de suite sur Sud Radio, les réponses de nos invités en toute vérité. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Alors ce dimanche pour cette émission spéciale Salon de l'Agriculture, nous avons exceptionnellement 4 invités. Nous avons le plaisir de recevoir Bruno Cardo, agriculteur dans l'Aisne, mais aussi influenceur et youtubeur. Il est l'un des ambassadeurs du monde agricole sur la toile. Bruno Cardo, bonjour. Salut. François Purseigle, sociologue, auteur d'un essai qui vient de paraître aux presses de Sciences Po, Une agriculture sans agriculteurs. François Purseigle, bonjour. Bonjour. Jean-Marc Hainaut, sociologue également, auteur de Bienvenue dans la nouvelle ruralité. Partons à la reconquête de nos campagnes, c'est chez L'Harmattan. Bonjour. Bonjour. Et Éric de La Chesnaye, journaliste au Figaro, spécialiste de l'agriculture. Éric de La Chesnaye, bonjour. Bonjour Alexandre. Éric de La Chesnaye, ça va tomber sur vous du coup en premier, puisque vous êtes le dernier du tour de table, peut-être avec tout simplement une question d'actualité pour commencer. La France a vécu plus d'1 mois son véritable puits depuis le début de l'année 2023, du jamais vu en hiver. Quelles seront les conséquences de cette sécheresse pour nos agriculteurs? C'est un petit peu tôt pour le dire, mais ce qu'on sait, c'est la sécheresse la plus forte jamais vécue depuis 1959. Que ça va entraîner effectivement, sauf s'il y a des pluies au mois de mars, des conséquences catastrophiques. Mais on a déjà eu l'été 2022 le plus chaud depuis les températures, depuis qu'on enregistre les températures. Donc on commence à être résilient. Les agriculteurs commencent à faire des efforts. Je voyais dans le Lot, au lieu de semer du maïs, et maintenant ils se sont mis au sorgho fourragé pour alimenter les vaches laitières. Donc petit à petit, même sans attendre de savoir que l'année 2023 commence très mal et très sèche, il faut être résilient. Bruno Cardo, est-ce que vous vous inquiétez? Vous êtes, on le rappelle, agriculteur dans l'Aisne, betteravier, je crois, pour être exact. Est-ce que vous risquez d'être concerné? Est-ce que ça vous inquiète ou pas? Clairement, on peut être inquiet, mais après, j'aime pas être alarmiste, hein, comme ça a été dit. Voilà, on va attendre le mois de mars. Comme le dit mon ami agrométéorologue Serge Jacquard, on est peut-être sur une sécheresse longue, c'est-à-dire qu'on a eu une année 2022 cata, très peu de pluie. Là, on part sur janvier-février, pas de pluie non plus. Donc oui, il va falloir qu'on soit de plus en plus résilient. Alors moi, je vous donne 2 exemples concrets. Mes févroles que je semais à l'automne, au printemps, pardon, et des pois, je les sème maintenant à l'automne. La vigne est arrivée sur mon exploitation. Voilà. On est en première ligne du changement climatique, quoi. Donc oui, on n'a pas le choix de s'adapter. Hein. Une adaptation constante. Emmanuel Macron a déclaré la nation a besoin de faire sur l'eau comme ce que l'on a fait sur l'énergie, une forme de plan de sobriété. C'est la fin de l'abondance. Est-ce que c'est une réponse convaincante selon vous? Ça pourrait faire peur, ça, quand même. Oui, tout de même. Surtout en ce moment, on réclame de mieux gérer l'eau en la stockant l'hiver et en la rétrocédant pendant que les cultures en ont besoin l'été. Donc là, je me pose des questions. J'ai pas réfléchi encore sur le sujet, mais ça peut m'inquiéter. Ouais. Oui, ça c'est pas forcément une espèce d'aveu d'impuissance. Vous parliez de stocker l'eau. Est-ce que vous êtes favorable aux fameuses grandes bassines qui font polémique? Déjà le mot bassine,
je le déteste. Vous n'aimez pas le mot bassine? Non, je le déteste, enfin c'est stéréotypé tout ça. Alors vous appelez ça comment alors? Excusez-moi de... c'est des réserves d'eau qu'on va remplir, soit à travers des nappes, à travers des réglementations très drastiques, il faut le rappeler, qui sont déjà en place, soit à travers donc d'autres façons de les remplir. Et ça, on va les ressortir l'été. Donc oui, je suis pour, parce qu'en fait, il faut sortir du truc qui dit que ouais, les agriculteurs c'est de l'eau pour eux, les irrigants c'est pour eux. Ben non, on va nourrir tout le monde. Oui, nourrir les Français, oui. C'est pas pour nous perso, ok, même si c'est notre métier. Et ça, il faut déjà sortir de ça, et puis sortir de plein de stéréotypes, genre le maïs c'est la plus gourmande, alors que non, en termes de CO2 et de planète, bah, c'est une super plante. Même si oui, il y a le sorgho aussi qui arrive et qui est top aussi. Mais il y a un truc qu'il faudrait dire sur l'eau, c'est moi qui m'inquiète là tout de suite, c'est les prairies. Et on voit des prairies là, moi je vois sur Twitter et les réseaux, on voit des prairies, mais c'est catastrophique. Elles sont dans un état. Moi je suis déjà inquiet là, fin février, je suis déjà inquiet. Et franchement, les collègues éleveurs, va encore falloir une fois de plus serrer les fesses. Et j'ai peur qu'une fois de plus, on décheptélise encore, on perd encore des animaux. On n'en peut plus de perdre des animaux. Je crois qu'on était à moins 12 ou moins 14 encore là. C'est effrayant. Et qu'est-ce qu'on fait, quoi? Alors oui, le président Macron, il est en train de nous dire ouais, on va gérer mieux, on veut faire mieux, mais on fait déjà mieux. On est déjà résilient. On a déjà des réglementations très sévères. Donc oui, on va continuer le travail. Ça, il n'y a pas de souci. On va le faire avec le gouvernement, on va le faire avec tous les acteurs. D'ailleurs, peut-être qu'il manque encore des acteurs autour de la table. Moi, je sais pas, c'est pas mon domaine, mais on va dans le bon sens. C'est le message. D'accord, Éric de la Chine, vous vouliez réagir sur les fameuses bassines. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent qu'on puise dans les nappes démographiques, les nappes démographiques, les nappes phréatiques? on est dimanche. C'est ce que j'allais dire, c'est dimanche matin, la nuit a été longue sur le salon, donc on comprend. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut arrêter un peu ce dogmatisme et ce manque de réalisme. On a de l'eau qui tombe en abondance. Moi, sur ma ferme en Mayenne, je vois les fossés, ils sont pleins d'eau, ça part, quitte même à inonder des routes et à empêcher le trafic. Moi, je serais prêt à créer une réserve collinaire, réserve de substitution pour garder l'eau quand elle tombe en abondance et la redistribuer l'été ou le printemps. Mais même maintenant, c'est plus vérifiable. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une arythmie des précipitations. Avant, c'était facile à gérer. C'était l'hiver, l'automne, il tombe beaucoup d'eau. Comme ça, je la réutilise au printemps et l'été. Mais maintenant, c'est même plus quand il tombe beaucoup d'eau. Regardez, cet hiver est très sec. On est en manque d'eau. Et quand je pense qu'en 2021, on était carrément excédentaire, on a laissé partir toute cette flotte à la mer, je trouve que c'est vraiment très très dommage. On a fait de cette gestion de l'eau un combat politique largement au-dessus de ce que nécessitent les agriculteurs. Moi, je dis, il faut qu'on revienne vraiment aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est quoi? C'est nourrir le monde, c'est nourrir la planète. Et sans l'eau, on ne fait rien. Moi, j'ai été dans le désert en Algérie, j'ai été dans le désert en Mauritanie. Les seuls lieux où il y a de la biodiversité, c'est dans les oasis, c'est là où il y a de l'eau. Donc, qu'on arrête de nous faire croire n'importe quoi, tout et son contraire. Il faut absolument que maintenant, des paroles, on passe aux actes. Il y a eu des très belles paroles d'échanger hier. Mais les agriculteurs en ont marre, ils sont frustrés parce qu'on dit je vous aime pendant une semaine et après, tout le reste de l'année, il n'y a rien qui se passe. Et faire une réserve d'eau, ça n'a jamais été aussi compliqué, alors que techniquement, c'est très facile. Carrément. Oui, beaucoup d'idéologie des écologistes là-dessus. On y reviendra. Quelques chiffres. Seul un agriculteur sur 5 a moins de 40 ans aujourd'hui. Le nombre d'agriculteurs continue de baisser. D'ici une décennie, la moitié des agriculteurs actifs devraient prendre leur retraite. 2 tiers risquent de ne pas être remplacés. François Pursel, vous êtes sociologue. Vous venez d'écrire un livre au titre provocateur ou réaliste, je ne sais pas, une agriculture sans agriculteurs. Pourquoi ce titre et comment expliquer cette évolution en quelques mots? Vous pourrez poursuivre après la pause parce qu'on va avoir notre prochaine pause et ensuite on interrogera aussi Jean-Marc Hainaut qui n'a pas encore parlé. Tout simplement parce qu'il n'y a jamais eu aussi peu de chefs d'exploitation. Un chiffre, 398 000 chefs d'exploitation aujourd'hui d'après la Mutualité sociale agricole. Vous avez à côté de ça une perte des actifs familiaux, c'est-à-dire les parents, les grands-parents qui interviennent, ou du moins qui intervenaient sur les exploitations agricoles, qui ont vu leur nombre chuter de moins 55% en 10 ans, avec une augmentation sans précédent aussi du salariat et d'un salariat aussi employé par des entreprises tierces, des entreprises de travaux par exemple. Donc
effacement de la population des chefs d'exploitation. Et puis, comme vous le disiez très bien, d'ici 2030, 50% d'entre eux auront l'âge de partir à la retraite, avec des aléas climatiques qui peuvent permettre aussi, ou du moins favoriser malheureusement le départ de certains d'entre eux, et notamment je pense à certains éleveurs qui partiront peut-être plus précocement. Donc oui, on peut avoir demain une agriculture sans agriculteurs en France, ou du moins sans chef d'exploitation, puisque le livre se veut plus subtil que ça. Il s'agit quand même de dire que d'autres catégories d'acteurs pourraient prendre en charge l'activité productive agricole, non seulement des salariés, mais aussi des entreprises qui jusqu'alors ne faisaient pas de l'agriculture un secteur stratégique, mais qui vont peut-être demain investir au moment même où les chefs d'exploitation vont s'effacer peut-être dans cette société française dans laquelle ils sont une minorité parmi d'autres, et notamment dans les espaces ruraux. Bien, merci François Purseigle. On poursuit cette conversation. Est-ce que le monde rural est notre passé ou est-ce qu'il est notre avenir? On y répondra après une courte pause sur Sud Radio. En toute vérité, à tout de suite. En direct du Salon de l'Agriculture, depuis le stand de la coopérative agricole. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio, en toute vérité, en direct du Salon de l'Agriculture. Nous parlons de la crise, malgré tout, de cette agriculture française, avec peut-être demain un monde rural sans agriculteurs. C'est ce que nous disait le sociologue François Purseigle avant la pause. On va nous demander à Jean-Marc Hainaut, auteur de Bienvenue dans la nouvelle ruralité, qui n'a pas encore parlé, ce qu'il en pense. Titre optimiste, partons à la reconquête de nos campagnes. Enfin, quelle est cette nouvelle ruralité? Est-ce que c'est une ruralité sans agriculteurs? Ça paraît être délirant, inquiétant, assez triste, non? Des campagnes sans paysans, en fait. Bon, on n'emploie plus d'ailleurs le mot paysan comme si c'était péjoratif, mais... Alors surtout, on ne le souhaite pas, on ne l'imagine pas, et je crois que les Français sont très attachés à leur alimentation et donc aux agriculteurs. Je pense qu'en effet, la ruralité est un territoire d'innovation pour demain, d'innovation sociale, sociétale, qui a aujourd'hui un certain nombre de néo-ruraux qui veulent s'inscrire dans ces territoires-là, dans des différents types d'activités, mais je crois que de manière générale, il y a aujourd'hui aussi une volonté de développer les circuits courts, les plans alimentaires territoriaux. Toutes ces logiques-là visent à ramener, à réancrer l'agriculture dans les territoires. Vous faisiez référence à l'instant au terme paysan, qu'on utilise peut-être un peu moins aujourd'hui qu'autrefois. L'étymologie du mot paysan, ça renvoie bien au pays, c'est bien cultiver, être ancré dans un territoire, et le pays, avant d'être un État, étymologiquement, encore une fois, ça renvoie à un territoire rural délimité. Bruno Cardo, vous croyez, vous, au circuit court? Est-ce que c'est l'avenir de la paysannerie française? Je crois que vous n'aimez pas quand on vous demande si vous avez une grosse exploitation ou pas, vous n'aimez pas qu'on fasse la différence entre les uns ou les autres. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça fait partie du renouveau? Est-ce que ça suffit pour nourrir les Français? En effet, je déteste quand on fait des différences comme ça. On a tous le même métier, on nourrit animaux et hommes. Moi, il n'y a pas qu'un seul modèle. Il faut arrêter de dire il y a une solution. J'entends beaucoup trop, le bio c'est la solution, allez on y va, on y fonce. Bah non, on va en mettre tout le monde dans le mur. C'est une solution. Le circuit court c'est une solution. On a besoin d'une agriculture raisonnée pour faire de l'export, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a besoin de nourrir d'autres pays qui n'ont pas nos conditions pédoclimatiques, voilà, clairement. Donc j'ai pas envie de laisser mourir des gens à l'autre bout de la planète. Donc on a besoin de toutes ces agricultures. Et tout est dans la nuance, c'est jamais blanc ou noir, tout est dans la nuance. C'est ça qui est important. Et je pense que dans nos ruralités, on a tout ça. C'est sûrement ce que je voulais évoquer. On a absolument tout. Maintenant, il y a peut-être une question que j'aimerais vous poser, du coup, parce qu'on va vraiment vers une France urbaine. On est de plus en plus urbain. Donc on continue à avoir de moins en citadine, pardon. Citadine. Oui, ou urbaine. Jean-Marc Hainaut. C'est quoi la C'est en effet l'une de nos contradictions aujourd'hui. Oui, voilà. La population française aspire plutôt à aller vers les territoires ruraux. Aujourd'hui, on a 60 ou 70% des Français, lorsqu'ils sont installés en famille, lorsqu'ils ont plus de 30 ans, qui souhaitent plutôt aller dans les territoires ruraux. En réalité, ils vont plutôt sur les territoires périurbains, parce qu'il y a des liaisons qui permettent, en termes de transport, d'aller des territoires périurbains vers les métropoles. Ils irrigueraient sans doute plus volontiers les territoires plus éloignés si, en effet, on avait des lignes ferroviaires, par exemple, qui ont disparu et qui permettraient de relier les
campagnes aux villes. L'absence de commerce, l'absence de services, c'est un frein, mais ça n'empêche pas aujourd'hui de se dire qu'il y a en effet cette contradiction qui doit être prise en considération, peut-être dans un plan d'aménagement du territoire qui serait un peu plus structurant, qui nécessiterait davantage de moyens. Oui, on disait tout à l'heure ce que vous attendiez d'Emmanuel Macron aussi, dire que c'était la fin de l'abondance, ça suffisait. Peut-être qu'effectivement un plan d'aménagement du territoire pour cette France périphérique et rurale serait une bonne chose plutôt que de créer de nouveaux RER dans les grandes métropoles. Parenthèse refermée, François Purseigle, vous faites ce constat, peut-être demain une agriculture sans agriculteurs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que peut-être que 2/3 des agriculteurs ne seront pas remplacés. Comment vous expliquez cette crise des vocations? Est-ce que c'est la pression des écologistes? Est-ce que c'est la difficulté du métier? Tout simplement, est-ce que c'est les normes européennes? Je poserai également la question à Bruno Cardo tout à l'heure. Mais... Non, je pense qu'il ne faut pas aller chercher derrière tout ça. Je pense qu'on a dans les exploitations familiales une famille qui est la première adversaire peut-être aussi de l'exploitation familiale. Pourquoi? Tout simplement parce que les ayants droit, les enfants qui ne souhaitent pas reprendre l'exploitation font plus de cadeaux à celui qui est désigné comme le successeur. Donc c'est une charge forte sur ces enfants qui effectivement n'ont pas toujours la capacité capitalistique de reprendre une exploitation. Donc on a des familles aujourd'hui dans lesquelles l'installation ne va pas de soi, il faut quand même l'admettre. Donc c'est pas la peine d'aller chercher un adversaire X ou Y. On a des recompositions structurelles fortes, on a de nouvelles façons de considérer le métier qui fait qu'à un moment donné, on a quand même de nouvelles générations qui quittent ce métier. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que c'est les familles agricoles qui voient le plus grand nombre de leurs enfants quitter leur profession d'origine. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un appareil d'enseignement très performant qui conduit à une mobilité sociale et professionnelle qui est beaucoup plus forte chez les enfants d'agriculteurs que dans d'autres catégories socio-professionnelles. Donc c'est multifactoriel. Il y a aussi des filières qui sont en crise, mais on a surtout une inadéquation entre l'offre et la demande d'exploitation, avec de nouvelles générations qui ne se projettent pas toujours dans la ferme familiale telle qu'elle a été imaginée, pensée par le couple de parents ou par le couple de cédants. Donc il y a un enjeu à restructurer aujourd'hui les exploitations agricoles. Il ne s'agit pas simplement de faire le constat que 50% d'entre eux partiront demain à la retraite. Il s'agit de donner les moyens aussi aux nouvelles générations, enfants d'agriculteurs ou pas, de repenser la structure des exploitations pour y développer des modèles socio-techniques très différents. C'est-à-dire du conventionnel à la bio, il va falloir donner un cadre nouveau à cette capacité de faire pour ces enfants ou ces nouvelles générations qui feront le choix de rentrer dans le métier. Éric Delachesnais, journaliste au Figaro, spécialiste de l'agriculture, vous vouliez réagir? Est-ce il faut tout réinventer? Peut-être pas tout réinventer. Ce qui est sûr, c'est si on part des chiffres, il y a 20 000 fermes à céder chaque année, il y a 13 000 installations et 7 000 déficits, c'est-à-dire qu'il y a 7 000 fermes qui ne trouvent pas de repreneurs. Donc si on veut éviter que la France devienne, après un désert médical, devienne un désert agricole, il faut effectivement, comme disait François Purseigle, être très créatif. Ça commence, là je vois, on est juste en face du stand de la ferme digitale. Il y a des nouvelles start-up qui aident justement à repenser la ferme qui est à vendre. Par exemple, si c'est une ferme de 200 hectares de culture, d'abord ça coûte cher pour un seul repreneur, donc il y a le poids du foncier. Et puis effectivement, il y a d'autres modèles. Et donc, il y a une de ces start-up qui s'appelle Eloi. Vous pouvez lire le Figaro du week-end, c'est dedans. Entre parenthèses, Eloi, c'est le patron des agriculteurs. Je voulais comprendre l'étymologie de ce terme. Donc cette start-up, en amont, elle va voir le cédant et elle regarde ce qui peut être fait sur cette terre. Donc, je crois que c'était à Vire, il y avait une ferme céréalière à céder. Elle a été divisée en 3. Donc, il y a un bout qui est repris en culture, un autre en élevage au vin, et puis un troisième qui va arriver, qui va faire de la transformation de céréales et du pain à la ferme. Donc il faut être très créatif et comme ça on va pouvoir créer des modèles et refaire en sorte que l'agriculture, que la campagne soit l'avenir de demain. Moi, je ne pense pas du tout que la ruralité c'est le passé, au contraire je crois que les territoires ruraux c'est vraiment l'avenir. Et ce que je voulais dire par rapport aux territoires ruraux, il faut que ceux qui viennent des villes dans les territoires ruraux ils comprennent que c'est pas que le monde bisounours, c'est pas easy. On va en parler après. Donc, ouais. Mais vas-y, effectivement. Mais les recours juridiques, parce que le coq chante, par exemple, c'est l'exemple le plus caricatural, mais il dit quand même
des choses. Voilà, tout à fait, Alexandre. Et que les vaches meuglent la nuit, et que ça émet des odeurs. On a vu avec l'affaire peut-être qu'on va venir plus en détail, de l'affaire de Vincent Verchères. Il y a aussi à Dainville, à Rambouillet, où une célèbre éditrice ne supportait pas la présence d'un jeune agriculteur qui avait 15 vaches et 15 chevaux, qui est toujours d'ailleurs en attente d'installation. Enfin, bon, il faut aussi que le monde urbain, quand il est à la campagne, comprenne que ce soit un lieu aussi où on travaille. Un lieu où effectivement, c'est pas seulement pour les touristes, entre guillemets. Bruno Cardo, vous êtes encore un jeune agriculteur. Est-ce que vous vous inquiétez pour votre succession? Ah oui, je suis inquiet en fait. Quel avenir précis? Aucune visibilité économique, aucune visibilité. Parce qu'il faut parler d'argent, hein, clairement. Vous l'avez dit, on a cette épine, ce souci de foncier, ce souci de patrimoine, de capital, et c'est très très lourd à transmettre, même à nos enfants. Donc, et encore plus donc à un étranger. Donc la rentabilité, si elle est très bonne, eh ben forcément, donc si vous vivez bien de votre métier, forcément, c'est beaucoup plus facile de transmettre, c'est beaucoup plus facile d'aller installer des jeunes, et c'est un critère très important. Mais je vous adhère complètement à ce que vous venez de dire. C'est aussi, faut aller aussi vers toutes ces voies d'hybridation des fermes, ces voies où on sera beaucoup plus complémentaires. On ira, faut pas hésiter. L'exemple que vous avez cité, il est top. Faut pas hésiter à fractionner parfois. Alors peut-être que notre outil, je vais le citer, SAFER, il est peut-être encore mal adapté, il est peut-être encore maladroit. Voilà, parce qu'on a aussi des structures à travers les structures de l'État qui sont peut-être encore à réfléchir. Et puis on a besoin d'innovation aussi, je pense. Eh bien, on va parler de l'innovation, de l'avenir de cette agriculture qui est en crise, mais qui peut, comme nous l'a dit Éric de la Chênaie, encore être l'avenir du pays. On continue à en discuter après une courte pause, en toute vérité sur Sud Radio, en direct du Salon de l'Agriculture. En direct du Salon de l'Agriculture, depuis le stand de la coopérative agricole. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour en toute vérité sur Sud Radio, en direct du Salon de l'Agriculture, pour parler effectivement de la crise du monde rural, avec Bruno Cardo, agriculteur dans l'Aisne, mais aussi influenceur et youtubeur. On a François Purseg, sociologue, auteur d'un essai qui vient de paraître aux presses de Sciences Po, Une agriculture sans agriculteurs. Jean-Marc Hainaut, auteur de Bienvenue dans la nouvelle ruralité, partons à la reconquête de nos campagnes, c'est chez l'Harmattan. Et Éric de la Chênaie, journaliste au Figaro, spécialiste de l'agriculture. Je vais redonner la parole à Bruno Cardo, qui est le seul agriculteur autour de cette table, qui nous disait qu'il s'inquiétait pour sa succession. Est-ce que malgré tout, vous n'avez pas l'impression, les agriculteurs aujourd'hui, d'être les boucs émissaires? On parle beaucoup d'écologie, on vous reproche de ne pas de polluer, d'être des pollueurs. Quelles sont les contraintes? Est-ce que la crise des vocations, le fait que les exploitations ne sont pas reprises, hormis les problèmes structurels qu'on a bien décrits, sont liés à ces problèmes au quotidien? Bouc émissaire, j'aime pas ce mot. Agribashing, j'aime pas ce mot non plus. C'est plutôt une bonne nouvelle en fait qu'on soit au centre de tout. Évidemment qu'on est au centre de tout. On est le premier maillon d'une chaîne qui va entre moi et votre assiette. Et il y a un truc qu'on a compris, et je crois qu'on a tous compris maintenant les agriculteurs, c'est qu'on doit expliquer ce qu'on fait, donc on doit aller vraiment vers l'information de l'assiette. Non, franchement, moi je le prends pour une bonne chose, qu'on soit souvent atteint, souvent attaqué, je le prends plus pour une bonne chose. Je suis assez positif, hein, donc. Alors soyons concrets du coup. Par exemple, vous êtes betteravier, vous allez être directement visé par une nouvelle directive concernant les néonicotinoïdes. En 2023, vous allez être interdit d'utiliser ces produits-là. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce qu'il y a un risque que la production de betteraves tout simplement s'effondre en cas de ravage du puceron? Alors oui, il y a un risque, et c'est mon risque d'entrepreneur, d'agriculteur, c'est mon risque. Le souci, c'est que si je vous demande de changer une roue de voiture et je vous laisse pas le cri, vous n'avez pas le cri, vous avez la clé, vous n'avez pas le cri. Donc vous allez vous débrouiller, vous allez trouver d'autres méthodes, tant bien que mal, de demander un coup de main, vous allez réussir à changer la roue. En fait, c'est ça, c'est l'outil pour lutter contre la jaunisse du puceron. On nous l'enlève trop tôt, trop vite, hein, parce qu'on n'a pas laissé le temps à la recherche de faire le boulot. Et dans l'autre main, j'ai pas d'outil de remplacement. Qu'est-ce que je fais? J'en mets pas, et puis après c'est un peu la roulette russe.
si jamais il n'y a pas de pression puceron, il n'y a pas de jaunisse, ça va bien se passer. Mais si jamais il y a une grosse pression, c'est froid comme en 2020. Moi, j'ai fait 40 tonnes de rendement au lieu de 85 tonnes minimum. C'est quand même moi qui ai perdu l'argent. Une perte de plus de 50%. Le gouvernement a compensé un petit peu. Au niveau national, c'était 30% la perte. Le gouvernement a compensé un petit peu, mais on n'est pas du tout dans les clous. Donc ça fait un trou dans la trésorerie. On a tellement été marqué par cette année 2020 qu'on veut pas le revivre. Aujourd'hui, on nous promet de nous compenser, au bout de la chaîne, quand on aura récolté. Promis, juré, on va vous payer. Mais bon, nous, on est assez pragmatiques. On verra ça à la fin. On sait qu'il y a beaucoup de contraintes réglementaires européennes. Il y a beaucoup de réglementations même françaises qui font qu'il y a souvent des minimis, des machins, qui font qu'on sera pas sûr de l'avoir. On en a marre qu'on nous enlève des outils trop tôt, trop vite, sans... Ces contraintes européennes, elles pèsent au quotidien. Et ce qui est étonnant aussi, c'est deux questions en une, mais il me semble vous avoir entendu dire que les Allemands pourraient continuer à utiliser ces produits qui seront interdits en France. Donc de toute manière, ils vont se retrouver dans nos assiettes. Carrément. Mon sucre blanc de betterave, il sera dans le même tas que les Allemands cette année, en 2023. Et dans le même tas que 7 autres pays européens qui vont utiliser les néonicotinoïdes. Et donc c'est effrayant. Alors aujourd'hui, encore une fois, le ministre nous a promis la réciprocité européenne. Il a été plaidé ça auprès de ses homologues européens. Mais j'y crois pas une seconde. Vous croyez que mon homologue tchèque, il va respecter? Il a déjà acheté ses graines en éonie, il va pas les rendre, il va les semer. Donc il y a que la France qui respecte les règles européennes en fait. Non, c'est pas ce que je veux dire, mais franchement, il y a un cadre européen, il y a des réglementations, on est d'accord. Et en France, je pense qu'on est hyper carré, hyper tracé. On a une belle agriculture et à chaque fois, c'est quoi cette maladie française? Vous allez être d'accord avec moi? On a toujours des beaux jouets, on les casse. Ça m'épuise. On avait un bel outil nucléaire, on le broye. Voilà, on a des trucs qui marchent. On a une belle agriculture, on est en train de la broyer. Et ça, c'est épuisant. Et du coup, comme vous le disiez tout à l'heure, pour aller motiver des jeunes derrière, c'est pas un argument qui est top. Jean-Marc Hainaut, vous avez écrit un livre sur la nouvelle ruralité. Vous nous avez expliqué qu'elle attirait notamment des citadins. Est-ce qu'il n'y a pas un choc des cultures, justement, notamment sur ces questions-là, des personnes qui s'installent à la campagne et qui ensuite sont étonnées que les agriculteurs utilisent des pesticides, par exemple? C'est un vrai sujet, mais je voudrais d'abord réagir à ce que vient de dire Bruno. Je crois qu'en effet, on demande beaucoup à nos agriculteurs aujourd'hui. On leur demande quasiment de remplir une mission d'intérêt général, à la fois sur l'enjeu de la souveraineté alimentaire, à la fois sur les enjeux environnementaux, et en même temps, ils sont confrontés aux logiques de marché qui parfois pèsent sur eux, sur des désavantages concurrentiels qu'on vient d'évoquer. Pour ce sujet-là que vous venez d'évoquer, à savoir comment est-ce qu'on réussit l'amalgame quelque part entre des ruraux historiques et des néo-ruraux, ça n'est jamais évident, mais en effet, ça passe parfois par une prise de conscience. Il ne faut pas avoir derrière la ruralité cette espèce de carte postale qu'on peut nourrir après une balade le dimanche à la campagne. Non, en fait, aujourd'hui, il y a des expérimentations dans ce domaine-là qui existent plutôt à l'étranger, qui commencent à voir le jour en France. C'est par exemple des chartes villageoises qui sont en fait des règles de vie qui permettent à un moment donné à un nouvel arrivant de prendre en considération ce qui fait la spécificité du territoire dans lequel il va s'implanter, à la fois en termes d'habitude de vie, de patrimoine matériel et immatériel. Est-ce que la crise du Covid a changé des choses? On sait que beaucoup ont voulu aller s'installer à la campagne. Est-ce que c'est vraiment une promesse pour les campagnes, ou est-ce que c'est parlons un peu vulgairement, quelques bobos qui s'installent comme ça à la campagne, qui font monter les prix, mais qui vont pas vraiment faire vivre les territoires? Alors, on a plusieurs cas de figure. On a effectivement des urbains qui vont acheter une résidence secondaire à la campagne et qui font grimper les prix de l'immobilier, ça c'est une certitude. Mais de manière tout aussi évidente, on a aujourd'hui, je crois, à peu près 200 000 personnes qui se sont installées, ont créé leur entreprise à la campagne. Donc parfois des agriculteurs, des néo-ruraux, parfois des artisans. Donc il y a une vraie réalité derrière ça. Je l'ai dit un peu tout à l'heure, le frein aujourd'hui, c'est la possibilité d'avoir tous les services dans les territoires ruraux. On sait que dans ce domaine-là, aujourd'hui, il y a des grands manques à combler et que nos territoires ruraux mériteraient, je l'ai dit, un plan d'aménagement du territoire plus structurant. Il n'y a pas eu de grande politique d'aménagement du territoire depuis la métropolisation qui était bercée de bonnes intentions, mais qui a conduit à des résultats en deçà de ce qu'on imaginait. Puis en plus, dans la métropolisation, il y a un peu le fantasme de faire venir la campagne dans la ville. Enfin, moi qui habite à Paris, on veut tout végétaliser, etc.
c'est peut-être pas transformer les villes en campagne, c'est peut-être pas faisable, non de même que vouloir aller à la campagne en ayant les avantages de la ville. L'agriculture urbaine, on l'a dit aussi ce matin, l'agriculture elle doit être plurielle. Donc l'agriculture urbaine, moi j'en pense le plus grand bien. Maintenant ça a surtout des vertus pédagogiques et ça ne remplacera pas notre agriculture historique traditionnelle. Cela étant, pour revenir sur cette question de l'aménagement du territoire, je parle en ma position de breton. Le dernier grand ministère de l'aménagement du territoire, c'était le ministère de Pierre Méniory qui avait l'aménagement du territoire, le transport et l'équipement. Donc ça permettait vraiment d'être dans des politiques très structurantes. Aujourd'hui, on parle davantage de finalité, d'égalité des territoires, de cohésion des territoires. On est dans l'intention plus que dans l'action. Emmanuel Macron, on parle beaucoup en ce moment de souveraineté alimentaire. J'ai commencé l'émission avec la phrase de Sully, le ministre des Finances d'Henri IV, qui au XVIIe siècle expliquait « labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France » et que la clé finalement de notre puissance économique était l'agriculture. Aujourd'hui, effectivement, nous ne sommes plus souverains alors que d'autres pays comme la Russie tout de même exportent. J'ai envie de vous demander comment en est-on arrivé là? Peut-être François Purseigle, que je n'ai pas interrogé depuis un moment. Difficile pour moi de répondre à une question qui est avec de la Chine, plus économique que d'ordre sociologique, donc je préfère que les autres invités y répondent. La question qui se pose pour moi en tant que sociologue est de savoir qui assumera ce projet de souveraineté alimentaire, puisque on a dit tout à l'heure que les agriculteurs n'allaient pas de soi à l'échelle des territoires, ou du moins leur présence n'allait pas de soi. La question qui se pose à la fin, c'est de savoir quels sont les producteurs, les actifs qui vont porter cette ambition, si on a cette ambition, parce qu'il n'est pas sûr qu'on puisse le faire avec beaucoup moins de chefs d'exploitation, ou du moins le travail va devoir être recomposé. Il va falloir que ce projet puisse être pris en charge par des acteurs de la production. Donc c'est sous cet angle-là que j'aborderai plutôt la question de la souveraineté alimentaire. Posons-nous la question de savoir si on aura encore des agriculteurs pour porter le projet aussi. Éric de la Chênaie, vous vouliez réagir. Comment on est arrivé là et comment les Russes, ou peut-être d'autres, ont fait, qui sont des pays a priori moins modernes que les nôtres? Est-ce qu'il y a moins de contraintes, moins de normes, comme on en parlait tout à l'heure, qui pèsent sur leurs épaules? Avant de parler des Russes, je vais d'abord parler de ce qu'on fait nous. Moi, quand j'ai pris le secteur au Figaro, le secteur de l'agriculture, on avait 12 milliards d'excédents agricoles de la balance commerciale. Aujourd'hui, c'est 8 milliards. Qu'est-ce qui s'est passé entre ça? La dernière filière, on vient d'en parler avec Bruno, la betterave. La betterave, c'est une filière d'excellence. La France est le premier producteur de sucre européen. Là, avec ce qui est en train de se passer sur l'interdiction des néonicotinoïdes, on affaiblit énormément la filière. Et les 23 000 planteurs de betteraves, derrière, c'est 43 000 emplois directs et 80 000 indirects. Donc on affaiblit toute cette filière. Donc après, il ne faut pas s'étonner que la balance commerciale, elle va encore perdre perdre en valeur des excédents. Ouais. Et ça, on est dans une perte d'excédents ou on est une balance commerciale déficitaire? Non, excédentaire. Elle est excédentaire. À 8 milliards, c'est ça quand même, toujours. À 8 milliards d'euros. Mais quand j'ai repris le secteur, il y a c'était 12 milliards. C'était 12 milliards. Donc, si on enlève les vins spiritueux, c'est... Voilà, c'est ce que j'allais dire. 90%, c'est vins spiritueux, après les céréales et un peu de lait. On était une filière d'excellence dans le lait. Pareil, on a cassé ce jouet, on a cassé cet outil. Donc, je ne comprends pas du tout la finalité de ces mesures. Si vous voulez que je parle un petit peu des Russes, les Russes, pendant ce temps-là, on a fait un embargo, ça a commencé sous Hollande, et ils étaient déficitaires justement dans le lait, dans le céréal. Ça les a obligés à se retrousser les manches et à dire l'agriculture, Poutine a dit l'agriculture, c'est un secteur primordial de développement de notre pays. Et maintenant, ils exportent du blé, ils produisent leur lait, ils sont des producteurs de cochons. Enfin, quand on veut, on peut. Mais non, je vous demandais la Russie, ça aurait pu être d'autres pays, mais c'est frappant et c'est assez ironique. Oui, ce qui est ironique, c'est que la France, on a des bonnes intentions, mais on ne fait rien pour aider notre secteur agricole à être plus compétitif. Au contraire, j'ai l'impression qu'on prend toutes les mesures
faire en sorte qu'ils deviennent de moins en moins compétitifs. Eh bien, on va continuer d'en parler. Effectivement, on est en direct du Salon de l'Agriculture. C'est souvent le moment où les politiques cajolent les agriculteurs. Mais Bruno Cardo nous disait que voilà, c'était une fois dans l'année. Donc, il faut en profiter, j'allais dire. On continue à en discuter, toujours en direct du Salon de l'Agriculture, après une courte pause sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. En direct du Salon de l'Agriculture, depuis le stand de la coopérative agricole. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Retour sur Sud Radio, en toute vérité, en direct du Salon de l'Agriculture, avec Bruno Cardo, agriculteur dans l'Aisne, mais aussi influenceur et youtubeur. François Pursec, sociologue, auteur d'un essai qui vient de paraître aux presses de Sciences Po, une agriculture sans agriculteurs. Jean-Marc Hainaut, auteur de Bienvenue dans la nouvelle ruralité, partons à la reconquête de nos campagnes, c'est chez L'Harmattan. Et Éric Delachesnais, journaliste au Figaro, spécialiste de l'agriculture. J'ai fait une petite erreur tout à l'heure parce que je disais qu'il n'y avait qu'un seul agriculteur sur ce plateau. Vous avez un pied au moins dans la terre, Éric Delachesnais, parce que vous avez aussi une petite ferme en Mayenne, je crois. Oui, une petite ferme où on fait du fourrage et vous allez parler de panneaux. C'est un lapsus révélateur. Je pense peut-être faire de l'agrivoltaïsme et mettre des panneaux. Des panneaux voltaïques. Tout en conservant l'activité agricole. Parce que là aussi, ça peut être un moyen une hybridation, justement. De lutter contre le réchauffement. L'herbe est plus verte sous les panneaux. Alors Bruno Cardo, avant la pause, on disait que voilà, le salon de l'agriculture, c'était le moment où les politiques cajolaient les agriculteurs. Vous m'avez d'ailleurs dit ça de manière plus terrienne à la pause, que les politiques venaient taper le cul des vaches, et que sinon ils tapaient sur le cul des agriculteurs. Je vais le dire de manière crue, mais c'est la réalité. On vous tape sur la tête toute l'année. Alors, pourquoi vous disiez que vous aimiez pas le mot bouc émissaire, etc. Pourquoi les politiques vous tapent dessus? Non, on n'est pas des victimes. Moi personnellement, j'ai un député au top, je vais le citer, Julien Dive, qui fait super bien son boulot et qui colle au terrain. Donc, faut surtout pas dénigrer nos politiciens. Mais oui, il y en a certains, je pense, qui font plus de l'électoralisme qu'autre chose. Voilà, c'est juste une parenthèse que je voulais faire. On parlait de l'Europe, de la politique européenne agricole. On sait aujourd'hui que beaucoup d'agriculteurs sont obligés de toucher des aides pour vivre. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais je suppose qu'ils aimeraient pouvoir vivre de leur métier et que ça paraît sidérant que dans un grand pays d'agriculture comme la France, on l'a rappelé, ce ne soit plus possible. C'est encore une fois comment on est arrivé là. La fameuse PAC qui est fortement dénigrée parce que c'est vrai que c'est un gros budget de l'Europe. Cette PAC-là, c'est le revenu d'un céréalier standard. C'est son revenu. Clairement, c'est ce qui reste comptablement, c'est le montant, c'est à peu près son revenu. Donc évidemment, on ne peut pas s'en passer. Aujourd'hui, pour toucher ces indemnisations, il y a des contraintes réglementaires qui sont colossales. Et encore une fois, il y a de la surtransposition française, c'est-à-dire que l'Europe, avec la nouvelle PAC 23-27, elle a fait un cadre très large, de plus en plus large. Et ensuite, il y a une interprétation par pays. Et je trouve que notre feuille de route, notre plan national français, il est un peu plus compliqué en fait pour y aller, pour accéder à ces indemnisations-là que nos voisins. Donc voilà, on est encore en train de se foutre des balles dans le pied, donc ça c'est assez épuisant. Mais bon, moi je trouve qu'on est bon quand même parce qu'on est de moins en moins nombreux, on a de moins en moins de surface avec l'artificialisation. On est toujours au top aux exports, même si oui c'est vrai en chiffres ça on se fait pas mal casser la figure, donc on n'est pas mauvais. On bosse bien les pieds dans la mer, je pense. Oui, mais du coup, pourquoi le cœur de votre revenu, ce sont des aides? Comment, encore une fois, qu'est-ce qui fait cela? Est-ce qu'il y a une concurrence déloyale? Est-ce qu'il y a trop de tâches? J'en sais rien. Si vous aviez une demande à faire aujourd'hui au président de la République, si vous le croisiez, vous l'avez peut-être croisé hier dans le salon, qu'est-ce que vous auriez aimé lui demander? Quand je joue à un jeu, j'aimerais que tout le monde respecte les mêmes règles. On joue au poker, il faut que tout le monde ait exactement les mêmes règles. Exactement. Si on commençait par ça, déjà, tout simplement, à mon niveau d'agriculteur français, ça se passerait déjà beaucoup mieux. Après, il y a sûrement d'autres idées, c'est pas mon rôle.
Oui, non, je voulais réagir par rapport au revenu des agriculteurs. Aujourd'hui, le revenu moyen des agriculteurs, il est 16% inférieur au revenu moyen des salariés en France. Ça dit quelque chose parce qu'en face de ça, vous avez des agriculteurs qui font en moyenne 50 heures par semaine pour un revenu qui est bien en deçà d'un revenu d'un salarié, avec un investissement et des risques qui sont conséquents aussi. C'est sûr qu'il ne faudrait pas qu'on ramène ça à l'heure pour nous parce que ce serait catastrophique. Ce qui montre que c'est aussi une passion, que ceux qui le font aussi par passion et pas du tout par appât du gain. Éric de la Chênaie, vous vouliez réagir sur le fait que les règles ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Oui, et surtout le fait que les agriculteurs vivent de la PAC, c'est les 3/4 de leur revenu. En moyenne, ça vient de la PAC. Pourquoi ? Parce que dans les négociations commerciales actuellement, qui doivent se terminer le 28 février, qu'est-ce que font la grande distrie et les transformateurs ? Eh ben, ils incluent la PAC. Et c'est super pervers, la PAC. Parce que c'est des milliards qui sont dépensés, 10 milliards pour la France. Et finalement, c'est un complément de revenu et on l'intègre. On dit que quand l'agriculteur vend son produit à 100, on sait qu'il y a peut-être 20% de PAC. Donc on l'a déjà intégré dans le prix. Et c'est pour ça qu'on ne pourra jamais s'en sortir tant qu'on ne prend pas en compte le prix de revient de l'agriculteur, que ce soit dans les céréales, que ce soit dans le lait, que ce soit dans la volaille, pour que l'agriculteur puisse vivre de son métier. Moi, je ne connais pas d'autres filières où on détermine un prix de vente en sachant que l'agriculteur vend à perte. Il y a eu les Egalim qui ont un peu rétabli ce déséquilibre, mais ça va pas du tout assez loin parce que l'équilibre il est simple. François le disait, François Purseg, 390 000 agriculteurs, 10 000 transformateurs et 4 centrales d'achat. Donc c'est évident que le pouvoir il est du côté de la centrale d'achat et que l'agriculteur il a plus qu'à fermer sa gueule pour parler vulgairement. Ils sont égorgés par la grande distribution. Je n'ai pas dit égorgés, mais il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre dans le pouvoir et dans la répartition de la négo. Est-ce que ça se joue aussi on parlait de concurrence, est-ce qu'il faut une forme de protectionnisme par rapport à des produits importés qui seraient moins chers que les produits fabriqués en France, qu'on suppose pour le coup plus écologiques, ne serait-ce que pour des questions de transport et sans doute de meilleure qualité? Je ne pense pas qu'il faille du protectionnisme. Le protectionnisme, c'est jamais bon de se refermer sur soi-même. L'Europe a quand même apporté de nombreux débouchés. Par contre, il faut, comme le disait Bruno, il faut une égalité des règles du jeu. Que les règles du jeu soient la même pour tous. La filière cerise, en 2016, sous Le Foll, on a supprimé le 10 mégawatts. Et maintenant, on a fait plonger la filière cerise, il n'y en a presque plus. Et on a pour nos auditeurs, supprimer le 10 mégawatts, qu'est-ce que ça signifie exactement? C'est que les cerises qui étaient protégées contre la mouche Drosophile Suzuki ne le sont plus. Et donc la filière l'a plongée. Et on importe des cerises de Turquie qui sont traitées au 10 mégawatts. Donc il faut arrêter un peu on lave plus blanc que blanc et revenir, comme je disais tout à l'heure, aux fondamentaux. Oui, ce qui est fou, c'est qu'on retrouve les produits dans nos assiettes. On interdit des trucs, mais au final, on les importe. Et soi-disant pour protéger le consommateur. C'est complètement UBS. François Pursel, vous vouliez réagir? Je pense qu'il faut aussi que le consommateur consente à payer le prix. Et le juste prix, puisque durant la crise de la Covid, on l'a bien vu, il y a eu un boom dans les boutiques de producteurs. Les boutiques de producteurs aujourd'hui sont extrêmement fragilisées parce qu'il y a un repli de la consommation de produits locaux, et notamment en circuit court. Donc il faut aussi que les consommateurs ne soient pas aussi ambivalents qu'ils le sont aujourd'hui, puisque la plupart des consommateurs ne souhaitent pas voir évoluer les entreprises agricoles. En même temps, si on leur indique pas que les choses sont produites en Turquie avec des pesticides, c'est quand même être transparent aussi. C'est quand même. Il a une responsabilité, mais. Oui, mais c'est quand même indiqué le plus souvent. Donc il faut aussi consentir à payer. Il faut bien regarder. Et puis il y a aussi des produits français qu'on peut acheter aussi dans des boutiques qui sont proches aussi des consommateurs. Mais avec une boutique de produits locaux versus une GMS à côté, on voit bien quand même que les consommateurs vont plutôt quand même en GMS. Donc il y a quand même toute une ambivalence chez le Français qui est amnésique aussi de l'histoire de l'agriculture.
qui pense souvent l'agriculture comme il la souhaite et pas forcément comme elle est. Et c'est bien ça aussi le drame de l'agriculture française, que d'être pensée par des Français qui se pensent tous plus ou moins issus d'un secteur dont ils ne sont plus forcément issus. Tous sélectionneurs de l'équipe de foot. Oui, c'est un des aspects intéressants de votre livre, parce qu'il y a une vision un peu carte postale justement du monde de l'agriculture. Le fermier d'antan n'existe déjà plus d'une certaine manière. Disons qu'il est fragilisé, ce paysan qui n'existe pas en tant que tel aujourd'hui à l'échelle des territoires, puisqu'on a une multitude de chefs d'entreprise agricoles aux stratégies commerciales, aux stratégies artisanales, voire patrimoniales, et puis des stratégies industrielles qui peuvent être aussi à l'œuvre. Donc finalement, le mot agricole, ou du moins l'adjectif agricole, ne permet pas toujours de caractériser ce que sont les entreprises agricoles. Et on a des Français qui n'acceptent pas de voir évoluer aussi une entreprise agricole qui a des souhaits différents de ceux d'hier, des stratégies multiples, tout simplement pour faire face aux nouveaux défis auxquels elles font face, ces entreprises. Mais est-ce qu'il n'y a pas justement, je vous pose la question à tous, un juste milieu entre l'hyperproductivisme et peut-être la structure bio qui est très respectable, qui fait des circuits courts mais qui suffit pas peut-être à nourrir la France? Comment on trouve ce juste milieu? Je sais pas qui veut. Je pense qu'on y va, c'est la fameuse agroécologie, ce mot dont tout le monde y met sa définition. Mais cette fameuse agroécologie, on y va. Mais le problème, c'est le temps. On veut nous emmener vers ça, mais on veut nous emmener trop vite. C'est une forme d'hybridation, à mon avis. C'est un hybride entre le bio et le conventionnel qu'on va trouver. La vérité, elle sera quelque part au milieu. Que ce soit pour les pesticides, pour protéger les plantes, que ce soit pour protéger... Voilà, je pense que la vérité, elle est quelque part au milieu. Et on y va. Et il y a du bio intensif aussi. Oui. Il y a du bio intensif. Oui. Donc finalement, bio ne s'oppose pas toujours à intensif, parce que la plupart des Français consomment des produits bio qui sont issus d'entreprises de très grande taille, situées notamment au sud de l'Espagne. Donc finalement, il ne faut pas confondre modèle socio-technique bio-conventionnel versus modèle d'entreprise petite, moyenne ou grande taille. On a des petits qui font du conventionnel, on a des gros qui font du bio. Bref, il y a de tout dans toutes ces structures. Et il ne faut pas que le bio devienne la panacée, parce que on a bien vu, il y a un trou d'air là, en 2022, un énorme trou d'air du bio. Les agriculteurs qui faisaient du lait, notamment avec Biolait, ont vu leurs revenus stagner, voire des revenus prix du lait inférieurs au prix du lait conventionnel. Donc il faut faire très attention. Pourquoi ce trou d'air? C'est l'inflation? C'est l'inflation, oui, c'est la demande qui a totalement chuté. Inflation, donc maintenant les restaurateurs, la restauration collective, ils font attention quand ils achètent, et puis bien entendu le consommateur. Mais là, on tourne autour du pouvoir d'achat, en fait. On a déjà fait j'ai déjà fait personnellement interroger des gens à l'entrée du supermarché avec leur caddie. Ils veulent tous acheter du local, ça c'est plus. Moi, je suis très content, pas forcément bio d'ailleurs. Et à la sortie, ils ressortent que avec des premiers prix. Mais voilà, mais comment on fait pour sortir de ça, quoi? Le vrai sujet, c'est le sujet, en effet. Jean-Marc Hainaut, j'allais vous demander justement, vous parlez de nouvelle ruralité, de gens qui sont. Est-ce qu'il y a un consommateur malgré tout pour consommer de meilleure qualité? Ouais, ne soyons pas trop durs avec le consommateur qui, à mon avis, a en effet le souhait de manger des produits de qualité dans son assiette. La difficulté qu'on rencontre aujourd'hui, c'est bien celle de l'inflation et du pouvoir d'achat. Le creux de vague qu'on connaît aujourd'hui, il est corrélé à la période qu'on vient de vivre avec une baisse de pouvoir d'achat. Je crois que sur l'agriculture, on l'a peut-être pas signifié suffisamment ce matin, mais on est en effet peut-être à une certaine forme de croisée des chemins. Et puis on demande, je le disais beaucoup aux agriculteurs, notamment sur le plan environnemental. Aujourd'hui, par rapport à une prestation de service environnemental, il n'y a pas forcément de rétribution au bout. C'est-à-dire qu'en fait, se mettent en place sur les territoires des expérimentations autour des paiements pour services environnementaux. Maintenant, un agriculteur, lorsqu'il participe de la régénération du foncier, lorsqu'il replante du bocage, lorsqu'il reconstitue une filière à brochet, derrière, quelle est la rétribution? Là, c'est un vrai sujet à mon sens. Ouais, carrément. Il n'y reste plus que 2 minutes, mais je m'en serais voulu de ne pas poser la question. Je sais qu'Éric Delachesnais voulait qu'on aborde ce sujet, même si c'est pour finir sur une note assez lourde, mais après tout, la réalité est lourde. Il faut rappeler que tous les jours, il y a des suicides d'agriculteurs. Je crois que c'est un tous les 2 jours en moyenne par an. Comment sortir de ce fléau, Éric Delachesnais? C'est quelque chose qu'il faut toujours rappeler. Je pense qu'il ne faut pas le mettre sous le tapis. Il faut le regarder avec lucidité. Les réseaux sociaux sont là pour le rappeler. Malheureusement, il y a une éleveuse en Picardie qui s'est suicidée dans sa salle de traite, je crois. Et donc,
il faut absolument mettre les bouchées doubles dans l'écoute. Il y a la structure Agri-Écoute MSA, mais je pense que c'est pas suffisant. Il faut rendre aussi plus humaine notre agriculture. C'est-à-dire que l'agriculteur, c'est pas non plus quelqu'un qui doit produire. L'agriculteur, il participe à la vie des territoires. Il irrigue les territoires. C'est comme les vaisseaux dans notre corps humain. Si on commence à couper les vaisseaux, après, il y aura plus de sang qui va remonter au cœur. Et là, c'est la même chose. Si on casse le territoire, si on casse l'agriculture, on casse le territoire, et donc la ferme France, elle va devenir encore plus petite qu'elle ne l'est. On voit très bien quand on laisse dépérir des territoires, que ce soit à la montagne ou même en plaine, c'est l'ensauvagement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de vie. Et alors ça commence par un agriculteur, je rappelle, qui fait vivre 7 para-agricoles. Et après, c'est l'école qui ferme. Enfin, tout ça, ça s'en va en cascade. Donc, une fois de plus, moi j'ai dit, il faut que l'agriculture devienne un secteur stratégique du pays. Casser l'agriculture, c'est casser la France. Sauver l'agriculture, c'est peut-être la sauver. Ce sera le mot de la fin. Merci d'avoir été avec nous en direct du Salon de l'Agriculture pour ce numéro d'En toute vérité. Je vous laisse avec les informations et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission En toute vérité. Merci, à bientôt.